Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour notre bilan annuel en partenariat avec la Banque de France, la CMA et la CCI. Donc le déroulé, une intervention des deux présidents, de la CMA et de la CCI. Ensuite, le directeur départemental de la Banque de France, Bernard Capel, fera une intervention. Et ensuite, Éric Lecomte pour la CRMA. Voilà, donc ce qu'on peut vous dire, c'est que l'année que nous venons de vivre aura été inédite sur bien des points. Que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel, nous avons tous été impactés à des degrés divers par l'apparition et l'expansion de ce virus partout dans le monde. Alors que la France frôle les 90 000 morts depuis le début de cette pandémie, le tissu économique dans sa globalité semble pour le moment tenir le choc. Cette situation où le chômage n'a pas explosé, où les défaillances d'entreprises sont moins nombreuses que les années précédentes, est toutefois trompeuse. De nombreux facteurs expliquent cette relative bonne tenue de l'économie générale, même si certains secteurs comme l'aéronautique, l'automobile, le tourisme, l'hôtellerie-restauration ont beaucoup souffert et souffrent toujours, en local comme à plus grande échelle. Jusqu'ici, les aides de l'État ont ainsi pleinement joué leur rôle d'amortisseur de cette crise profonde et durable. La politique du « quoi qu'il en coûte » a permis d'éviter le pire et d'accélérer la remise à niveau de notre économie, aussi bien en termes de réindustrialisation du territoire qu'en déploiement de la transition numérique des commerces, des entreprises et de tout secteur d'activité. Ainsi, selon Alain Griset, ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, on constate qu'il y a eu, au niveau national en 2020, 30% de moins de défaillances d'entreprises par rapport à l'année dite classique. Cette tendance se confirme également dans l'Indre, selon les données du tribunal de commerce. L'État a pleinement assumé son rôle de protecteur de l'économie, en ouvrant grand les robinets à l'aide sous la forme d'un plan de relance global de 100 milliards d'euros. Les recours à l'activité partielle, au fonds de solidarité, au report de charges ou aux prêts garantis par l'État, dont BPI France estime que 65% servent avant tout de trésorerie de précaution et n'ont pas été utilisés pour les entreprises qui ont été touchées, ont ainsi préservé bon nombre d'entreprises et de salariés jusqu'à ce jour. Mais il ne faut pas crier victoire trop vite. Les plus fragiles tiennent encore le coup, mais pour combien de temps encore? D'autres sont déjà tombés ou sont en passe de perdre l'équilibre. À cause des turbulences de cette pandémie et malgré les aides, le PIB national s'est contracté de façon inédite en perdant 8,9% sur l'ensemble de l'année 2020. Cela n'a pas été sans conséquence sur les grandes enseignes comme Flunch, qui a annoncé la fermeture de plusieurs dizaines de points de restauration, dont ceux d'Issoudun et de Saint-Maur, et de plus petites structures à trésorerie moins importante qui vont devoir licencier, soit mettre la clé sous la porte, dans le pire des cas. Bon nombre de commerces dits non essentiels peinent ainsi à se relever des deux confinements que nous avons traversés au printemps dernier et en novembre dernier. Pour ces derniers, les soldes, pourtant prolongés, n'ont pas eu l'effet escompté, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou d'écoulement des stocks. Au cours des prochains mois, les recours au tribunal de commerce risquent donc de se multiplier et le taux de chômage du département s'accroît un peu plus. Pourtant, de façon contradictoire, la CCI a connu cette année une augmentation du nombre d'établissements ressortissants, qui a dépassé la barre symbolique des 9 000 pour s'établir à 9 244 contre 8 688 les 12 mois plus tôt. Au cours des 5 dernières années, notre chambre territoriale a gagné 1130 ressortissants. Mais une tendance se fait jour, ici comme ailleurs, c'est la création d'une myriade d'auto-entreprises ou de micro-entreprises. Celles-ci prennent corps dans le secteur de la livraison à domicile, les fameux livreurs à vélo ou en scooter, couleur Uber Eats. 140 immatriculations nouvelles en 5 ans, dont 110 rien qu'en 2020. Des commerces non sédentaires ou ventes en ligne, 45 en 2020 sur un total de 120 depuis 2016, ou celles représentant l'implantation d'une éolienne ou d'un parc photovoltaïque,
près de 400 en 5 ans, dont 80 l'an passé. Si les chiffres sont bons, ils montrent surtout une situation en trompe-l'œil, avec une grande précarité dans l'activité développée. Certains voyants incitent à un regain d'optimisme. Le taux de chômage dans l'Indre se remet à baisser au 4e trimestre. Catégorie A baissée, moins 1,4%. Catégorie A uniquement, moins 5,4%. L'apprentissage et la formation viennent de voir les dispositifs prolongés jusqu'à la fin de l'année, ce qui permettra aux entrepreneurs de pouvoir compter sur un apprenti qu'ils pourront contribuer à former, et ceci pour un coût moindre. Pour la CCI de l'Indre, très impliquée dans la formation au niveau régional, ce coup de pouce revêt une grande importance. Comme le prouvent les investissements de l'agrandissement du site de Balzan Campus Centre, CCI Campus Centre, à venir d'ici septembre 2023, et son partenariat avec l'école de commerce et de marketing, l'ISTEC Paris, pour l'implantation d'un nouveau master Business Management à la rentrée 2021 à Châteauroux et à Blois. Et la Banque de France annonce revoir ses prévisions de croissance à 5,5% pour 2021, ce que vous précisera tout à l'heure Bernard Capelle. Ce net rebond de l'économie nationale, également attesté par l'OCDE, qui envisage 5,9% de croissance, et la Commission européenne 5% également, sous-entendu un retour progressif au niveau d'activité d'avant-crise courant 2022. Voilà ce que je pouvais vous dire, et je passe la parole à mon collègue. Merci Jérôme. Donc moi, pour l'artisanat et pour l'activité 2020, peut-être vous dressez un constat moins alarmant que le commerce et l'industrie. À savoir, au niveau des immatriculations, entre 2019 et 2020, on est légèrement supérieur d'une vingtaine d'immatriculations, donc 591, et toujours avec le même socle de micro-entreprises, comme l'a souligné mon collègue de la CCI, soit 71%. Ce socle-là de 70%, on le retrouve aussi au niveau régional. Donc quand je vous dis moins alarmant, je précise toujours quand j'interviens pour l'artisanat que les restaurateurs et les débits de boissons ne font pas partie de l'artisanat, ils font partie de la Chambre des commerces. Pour tous ceux, des artisans qui ont subi des fermetures administratives du style coiffeuse, esthéticienne, avec beaucoup de travail et beaucoup d'heures, ils me disent qu'en 2020, ils ont rattrapé leur chiffre d'affaires. Pour les métiers de bouche, les boulangers, les pâtissiers, les bouchers, les charcutiers, eux, ils disent qu'ils ont bien travaillé, voire même mieux travaillé. Et je pense que là, les circuits tours ont fait leur effet. Pour le bâtiment, la multitude d'entreprises de bâtiments, 2020 a été une année correcte. Ils ont des petites chutes de chiffre d'affaires, de prévisions de chiffre d'affaires sur 2021 et surtout beaucoup de craintes en ce qui concerne les investissements d'État, régions ou communautés de communes. Seulement, sur les prévisions 2021 et en fonction de l'étude de conjoncture, vous présentera Éric Lecomte en fin de réunion, on a quand même quelques indicateurs alarmants. J'en ai souligné deux. Seulement 5% des artisans envisagent d'accroître leur personnel en 2021 et un indicateur encore beaucoup plus alarmant, pour moi, je suis très sensible à la formation, c'est que seulement 9% des artisans ont des prévisions d'embauche sur les apprentis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'artisanat de l'Indre. Et maintenant, je vais passer la parole à Bernard Capelle de la Banque de France. Oui, ah oui, parce que j'ai essayé de faire. D'accord. Est-ce que je suis prêt? Oui, c'est bon, allez-y. Ouais, parfait, merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je remercie les présidents des chambres consulaires de me passer la parole lors de cet événement. Et je suis heureux de présenter pour la première fois dans l'Indre les résultats de notre étude économique régionale
et je vous remercie d'être présent à cette réunion. Alors j'indique pour celles et ceux qui n'ont pas participé aux éditions précédentes que la Banque de France mène chaque année une étude auprès des chefs d'entreprise sur les résultats de l'année précédente et sur leurs prévisions. Et cette étude est réalisée bien évidemment avec la contribution de plusieurs centaines de chefs d'entreprise, et je profite de cette occasion pour les remercier chaleureusement de participer à notre enquête. Alors cette année, notre étude est réalisée dans un contexte très particulier qui amène à prendre les prévisions des chefs d'entreprise, mais également celles des institutions internationales, avec prudence. Alors pour celles et ceux qui souhaiteraient accéder à cette présentation, je vous indique qu'elle est disponible sur notre site internet Banque de France à la rubrique statistiques. Si vous souhaitez poser des questions ou des commentaires durant cette présentation, il y a un chat qui est disponible. Voilà, bon écoutez, je vous invite à poser vos questions et j'y répondrai en fin de présentation. Alors dans un premier temps, avant d'en arriver à notre présentation de résultats de la région, je souhaitais faire un rapide point économique, macroéconomique, sur quelques éléments repères pour la compréhension de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé en 2020 et de ce qui va se passer en 2021. Alors, vous avez sur ce premier slide des prévisions des organisations internationales concernant les évolutions d'activité, donc de PIB, sur l'historique, et également les prévisions d'un certain nombre d'organismes sur 2021 et 2022. Donc on constate en 2020 un recul généralisé du PIB mondial qui touche toutes les économies, alors je dirais sauf la Chine. Pour 2021, une progression du PIB mondial est attendue, qui va plus que compenser la perte d'activité de 2020, mais cette progression est cependant assez hétérogène selon les zones géographiques. Ainsi, la croissance qui est prévue pour la zone euro en 2021 est de 4%, et donc il faudra attendre 2022 pour que la zone euro retrouve son activité d'avant-crise Covid. On verra le cas de la France de manière un peu plus spécifique par la suite. Je fais juste une remarque concernant la Chine qui renoue dès 2021 avec une très belle croissance. Alors les raisons de cette situation économique plus enviable tiennent notamment à un traitement plus radical des autorités de ce pays et plus rapide de la situation épidémique, un soutien plus massif peut-être des autorités aux ménages et aux entreprises, et puis des investissements dans les infrastructures médicales et tout ce qui concerne la digitalisation de l'économie. Alors, vous parlez d'inflation, juste quelques mots pour vous rappeler que l'inflation reste, c'est le mandat de la Banque Centrale Européenne, c'est son principal objectif. Voilà, c'est un sujet qui est maintenant suffisamment médiatisé pour que tout le monde en ait une connaissance assez bonne, et donc on parle souvent de ce taux de 2% d'inflation. Donc, je vous présente ce diagramme pour vous montrer que cette inflation était restée très très modérée sur les années précédentes et qu'elle a eu donc en 2021 une prévision qui amène à avoir une progression très forte. Mais bon, je vais vous expliquer qu'il ne faut peut-être pas considérer que c'est un événement très favorable et que ça va modifier de manière sensible la politique monétaire menée par la BCE. Donc, alors pourquoi cette augmentation très forte du taux d'inflation, là, où en 2021, fin 2021, on arriverait à 2%, eh bien, c'est que depuis le début, sur 2021, il est anticipé une augmentation des cours du pétrole, et puis également une augmentation plus générale sur tout ce qui est les prix, je vais dire internationaux, ce qui concerne le fret, ce qui concerne les métaux, et puis les semi-conducteurs dont tout le monde a certainement entendu parler très récemment dans la presse. Il y a eu également un solde de décalage en janvier sur l'année 2021. Et puis, il y a des changements de pondération dans l'indice des prix qui maintenant tiennent plus compte, depuis la crise, d'un certain nombre de types de dépenses, notamment alimentaires. Alors, quelle perspective pour l'inflation en 2021 et 2022 Eh bien, nous attendons une assez forte volatilité des prix des matières premières, y compris alimentaires, dans les prochains mois. Mais au total, donc ce qui explique l'augmentation forte, mais au total, l'inflation devrait rester relativement modérée sur l'horizon de prévision que l'on a, aux environs de 1,5%,
compte tenu d'un écart encore très important entre l'activité qui est réalisée et le potentiel d'activité des économies de la zone euro. Concernant la France et la situation donc de la France, alors ce graphique montre les prévisions de la Banque de France sur l'évolution de la croissance à 3 dates différentes. Donc je m'arrêterai à notre dernière prévision qui a été publiée en début de cette semaine, et c'est en fait les prévisions qui sont en couleur bleue sur le graphique. Donc pour 2021, après une baisse de 8,2% de l'activité en France, notre prévision, ce qu'on appelle notre scénario central, alors je fais juste peut-être une incidente. Pourquoi central? Parce que compte tenu de l'environnement économique extrêmement incertain, la Banque de France, ce n'était pas son habitude, mais publie depuis un an des scénarios à la fois sévères, à la fois centraux et à la fois favorables, pour tenir compte effectivement de cette incertitude. Et donc c'est le scénario médian que je vous présente, et donc qui prévoit pour 2021 une augmentation de la croissance de 5,5% en France et donc de 4% en 2022. Et cette prévision repose sur des hypothèses. La première hypothèse, c'est une demande mondiale qui va une reprise ou une hausse de la demande mondiale, qui va dynamiser l'économie française. Il faut tenir compte que ce mouvement sera pondéré globalement par l'augmentation des prix et du pétrole et des matières premières. Une deuxième hypothèse concerne la situation sanitaire, et c'est l'hypothèse que sur le premier semestre 2021, l'activité sera encore marquée par quelques périodes de confinement ciblées et qu'en moyenne, les contraintes sur l'activité économique seraient comparables à celles du début de cette année. Alors, je fais juste une parenthèse, nous avons tous appris un certain nombre de mesures qui allaient être positionnées au niveau national et localisées en matière de confinement. Bien évidemment, ces mesures vont certainement impacter l'économie. Pour l'instant, on n'en a évidemment pas, on n'en connaît pas l'ampleur, et nos études de conjoncture que nous menons régulièrement, mensuellement auprès des chefs d'entreprise, vont nous permettre dans les prochains mois de mieux mesurer quel va être l'impact de ces nouvelles mesures. Et la troisième hypothèse qui sous-tend cette prévision, c'est celle d'un déploiement progressif de la vaccination. Donc avec ces hypothèses d'activité demeurées relativement stables au premier semestre de l'année 2021, et c'est au troisième trimestre de cette même année que la consommation des ménages et l'activité rebondiraient, et cet élan se poursuivrait en fin d'année 2021, puis 2022, où, comme je le disais, les prévisions sont prévues à 4%. Alors, le graphique que je vous présente maintenant présente sous un autre angle l'évolution de l'activité économique, en indiquant depuis avril 2020 le niveau d'activité par rapport à une situation dite normale. Alors tout d'abord sur la gauche, on voit que la chute du PIB est de 8,2% sur l'ensemble de l'année, mais que cette baisse masque la réalité d'un profil particulièrement heurté par palier. Et clairement, la chute de l'activité lors du deuxième confinement est sans commune mesure avec celle du premier confinement. Donc si nous regardons maintenant un petit peu devant nous sur l'année 2021, on voit que sur les 2 premiers mois de l'année, l'activité nationale est en deçà de 5% par rapport à une activité normale, et elle demeurerait stable au premier semestre. Ce sont des éléments qui nous sont pour l'instant confirmés par nos premiers indicateurs de court terme disponibles sur les mois de janvier et février. Donc en moyenne sur l'année 2021, la croissance du PIB serait de 5,5%, et elle serait tirée par le rebond de la consommation des ménages, le soutien de la demande publique et la résistance de l'investissement. Donc, la consommation des ménages serait toujours restreinte sur le début de l'année par la prolongation des mesures sanitaires, comme le couvre-feu et les confinements locaux, mais à mi-2021, elle serait encore inférieure à 6% de son niveau à fin 2019. Donc, en miroir, c'est le taux d'épargne des ménages qui resterait élevé, comme au second semestre 2020, sur la fin d'année 2021. Puis, on fait l'hypothèse qu'à partir de la fin de l'année, la consommation des ménages serait vigoureuse et étroitement liée à l'allègement progressif des conditions sanitaires. Et donc, le retour d'activité, identique à celui de la crise avant Covid, est attendu pour mi-2022. Alors, venons-en maintenant aux résultats de notre enquête régionale.
Donc cette étude couvre 4 secteurs, l'industrie, enfin 3 secteurs, l'industrie, la construction, les services marchands et plus spécifiquement un focus que nous ferons sur le secteur du transport routier de marchandises et les services informatiques. Alors on va débuter par l'industrie. Quelques éléments pour vous indiquer quel est le périmètre de notre étude. Donc quasiment 300 entreprises ont répondu au niveau régional à notre étude, ce qui représente 50% des effectifs du secteur industriel. Alors, un premier slide pour vous donner de manière très synthétique les résultats de cette étude sur l'industrie. Donc sur 3 éléments, le chiffre d'affaires, les effectifs et les investissements pour l'année 2020 et les anticipations des chefs d'entreprise pour l'année 2021. Donc on voit que les chiffres d'affaires dans l'industrie en 2020 ont baissé d'environ 8,5%, que la baisse des effectifs est moindre de 3,5% et que les investissements ont connu une baisse quasiment équivalente à celle du chiffre d'affaires d'environ 9%. Pour 2021, les industriels anticipent une augmentation de 3,7%, une nouvelle baisse des effectifs de 2% et des investissements qui devraient reprendre un petit peu de dynamisme à environ 30%, mais on y reviendra de manière plus détaillée par la suite. Sur ce diagramme, donc depuis avril dernier, la Banque de France interroge au niveau national et régional, lors de son enquête mensuelle, les industriels sur leurs estimations du niveau d'activité de leur entreprise par rapport à un niveau jugé normal. C'est ce que montre ce graphique. Donc la comparaison des niveaux d'activité sur la période récente par rapport au mois d'avril, qui était le premier mois complet de confinement, montre 3 choses. Que l'impact du deuxième confinement a été bien moindre. Donc on voit effectivement à la hauteur des bâtonnets en avril et puis pour le mois de novembre que ce n'est pas du tout dans les mêmes proportions que l'activité a été impactée. Qu'à un niveau global, le niveau d'activité de l'industrie s'est stabilisé maintenant depuis plusieurs mois, même s'il reste toujours inférieur à la normale, et notamment dans certains sous-secteurs, mais on va le voir dans les slides suivants. Et puis, il n'y a pas de décalage significatif entre les tendances d'activité dans l'industrie, que ce soit au niveau régional, par rapport au niveau national. Alors, les chiffres d'affaires dans l'industrie, tels que les chefs d'entreprise nous les ont donc fait remonter. Donc, on voit qu'après 2 années de croissance consécutive en 2017 et 2018, l'industrie régionale a un petit peu souffert en 2019, notamment en fin d'année, avec une dégradation de l'environnement international et des tensions sur tout ce qui était exportation, donc avec une petite baisse de 0,5%. Bon, 2020, une baisse qui est massive de 8,4%. Je rappelle que les industriels, dans notre précédente édition et précédente étude, donc début 2020, avant Covid, avaient prévu une reprise qui était de l'ordre de 2,4%. Et donc, avec toute la prudence qui s'impose, les chefs d'entreprise ont estimé que l'augmentation de leur chiffre d'affaires serait de 3,7% en 2021, ce qui nous semble, là aussi, avec toute la prudence, une estimation assez correcte. Si on rentre un peu plus maintenant dans le détail des résultats de l'enquête, donc que peut-on dire? Donc vous avez la présentation de variations de chiffre d'affaires sur l'année qui vient de s'écouler, ce sont les bâtonnets. Donc en couleur sombre, c'est les chiffres d'affaires. En couleur moins sombre, rose clair sur mon diagramme, l'évolution de ce qui est exportation. Et puis vous avez les prévisions qui sont les chiffres en encadré pour un certain nombre de secteurs. Donc on voit que sur l'année, le recul des exportations aura été globalement en moyenne plus prononcé que celui des chiffres d'affaires global, donc moins 12% contre moins 8% pour les chiffres d'affaires. Donc ce graphique reflète également un trait majeur de cette crise, c'est que 2020 aura été caractérisé par des différences sectorielles inhabituelles. Et alors que l'industrie agroalimentaire a pu préserver son chiffre d'affaires, à peu près à plus 0,5%, le secteur des fabrications des matériels de transport, lui, a été frappé de plein fouet avec une diminution de plus de 20% de son activité. Les autres secteurs industriels enregistrent pour leur part des baisses de chiffre d'affaires proches de la moyenne régionale, même si à un niveau plus fin, des divergences sont également apparentes, ce que nous verrons dans quelques instants. Si nous nous tournons maintenant vers les prévisions de chiffre d'affaires sur 2021, les industriels
on voit une progression de 3,7%, avec des exportations qui seraient un peu plus dynamiques que la demande interne, par exemple dans l'agroalimentaire ou dans les autres produits industriels comme la cosmétique et la métallurgie. Alors ce rebond était bien entendu attendu, et de fait, de façon générale, ce sont les secteurs dont le chiffre d'affaires ont le plus souffert qui se redresseraient plus fortement en 2021. Alors, un focus sur la catégorie de ce qui est communément appelé les autres produits industriels, mais qui représente quand même 50% des effectifs de l'industrie en région. Donc là, on observe des performances qui sont relativement contrastées. D'un côté, la pharmacie, donc là je suis sur 2020, hein, la pharmacie a progressé, plus 6%. Elle a bénéficié d'une demande, et on voit bien pourquoi, sur toute l'année, un peu comme l'agroalimentaire. De l'autre, il y a des autres sous-secteurs qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser d'environ 10% en moyenne. Et c'est très visible, notamment dans les secteurs de la cosmétique et du textile-habillement. Mais aussi dans certaines industries de biens intermédiaires, comme ce qui est métallurgie et caoutchouc plastique. Donc pour 2021, donc je ne rentre pas dans le détail, je vous laisse prendre connaissance des chiffres, mais comme vous le voyez, nous retrouvons un effet miroir pour 2021, et grosso modo, le rebond est à la mesure dans les sous-secteurs, est à la mesure du choc 2020 sur les chiffres d'affaires. Notre étude concerne également l'évolution des effectifs. Donc après une année 2019 qui avait été positive en termes de création d'emplois, dans l'ensemble, la réduction des effectifs industriels en 2020 a été significative, à moins 3,3%, mais relativement contenue par rapport à l'amplitude du choc économique. Et on voit bien ici l'impact et tout l'effet des mesures de soutien aux entreprises et à l'emploi, et en particulier l'ensemble des dispositifs d'activité partielle. En revanche, au sein de l'emploi total, il y a bien eu un ajustement de l'emploi, mais qui s'est porté plutôt sur les volants d'intérimaires. Et puis sur le nombre d'heures travaillées, puisqu'elles ont été majoritairement et globalement moins importantes que les années précédentes. Donc si l'on se tourne à présent sur les sous-secteurs, on voit que les plus fortes contractions de main-d'œuvre ont été observées dans le secteur le plus touché par la crise sanitaire, c'est-à-dire la fabrication de matériel de transport, avec moins 8,4%, alors que dans les autres secteurs, la baisse est, on va dire, de l'ordre de 3 à 4%. L'agroalimentaire présente encore un solde positif, plus 3%, et dans les autres produits industriels, il y a seule la pharmacie et les produits pharmaceutiques ont enregistré une augmentation de 1,7%. Alors pour 2021, donc ce sont les petits chiffres, le redressement d'activité industrielle ne va pas s'accompagner d'une progression des effectifs, puisqu'il diminue, hormis dans l'agroalimentaire, où une augmentation de 1,6% est attendue, ce qui veut dire que globalement les pertes d'effectifs enregistrées en 2020 ne seraient pas compensées en 2021, en raison notamment d'un nouveau repli des effectifs intérimaires et de la mise en œuvre probable de plans de sauvegarde de l'emploi. Du côté des dépenses d'investissement, elles avaient progressé globalement de 1% en 2019, et c'est sans surprise qu'elles ont été fortement réduites en 2020, un retrait d'à peu près 9%, du fait du report de très nombreux projets. Comme pour les effectifs, les fortes contractions de dépenses d'investissement sont logiquement enregistrées dans la fabrication des matériels de transport, alors que les dépenses sont quasiment stables dans l'industrie agroalimentaire. Dans les autres secteurs, les variations sont particulièrement sensibles, à la fois entre secteurs, mais également au sein de ces secteurs, alors que les investissements dans l'industrie pharmaceutique ont progressé à peu près de 7%, ils reculent d'au moins 25% dans plusieurs industries des biens intermédiaires, métallurgie, caoutchouc, plastique, pour ne pas les citer. Pour les investissements prévus en 2021, un rebond est attendu, qu'on a constaté plus fort que ce que nous attendions. Pour l'essentiel, les prévisions des chefs d'entreprise reflètent un phénomène général de report en 2021 des dépenses d'investissement qui n'ont pas été effectuées en 2020. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui devraient contribuer à booster l'investissement en 2021. Alors bien sûr, le plan de relance, mais aussi le fait que les entreprises industrielles dans leur ensemble
peuvent compter à la fois sur des conditions de financement qui restent très favorables et à des situations de trésorerie que l'on va qualifier de satisfaisantes. Nous posons également la question aux chefs d'entreprise sur l'évolution de leur rentabilité sur l'année 2020 et la prévision qu'ils en ont sur l'année 2021. Donc en quelques mots, ce que je peux vous dire, c'est que dans le contexte d'activité très dégradée du premier confinement, la rentabilité s'est logiquement effritée en 2020 et plus de 50% des chefs d'entreprise interrogés font état d'une baisse de leur rentabilité à des degrés variables. Et dans l'industrie, comme dans les autres secteurs, les mesures sanitaires ont directement ou indirectement pesé sur les marges des entreprises dans la mesure où elles n'ont pas été en capacité de répercuter notamment ces coûts sur leurs prix. En 2021, dans leur très grande majorité, les chefs d'entreprise interrogés tablent sur une hausse ou à minima une stabilité de la rentabilité. 14% d'entre eux envisagent à nouveau une dégradation de la profitabilité. Concernant le secteur de la construction, qui représente 8% des effectifs du secteur marchand, nous avons donc 250 entreprises qui ont participé à notre enquête et qui recouvrent 30% des effectifs. Les chiffres clés des résultats de cette enquête, c'est que sur 2020 et 2021, le chiffre d'affaires, pour 2020, pardon, le chiffre d'affaires dans le secteur de la construction a baissé d'environ 7%, les effectifs moins 1% et les investissements de manière très forte, quasiment 25%, quasiment un quart de baisse. Pour 2021, les chiffres d'affaires sont plutôt attendus en augmentation. Les effectifs vont rester, on va dire, quasiment stables et il y aura une légère reprise des investissements. Et comme pour l'industrie, on va voir tout ceci un peu plus en détail avec ce premier graphique dont vous avez peut-être maintenant l'habitude, qui reprend donc l'activité, le niveau d'activité dans le secteur de la construction par rapport à une activité jugée normale depuis avril 2020. Et donc on voit que l'activité va retrouver une certaine normalité assez rapidement et se maintient maintenant depuis de très nombreux mois à un niveau relativement correct. Les chiffres d'affaires dans la construction. Dans ce secteur, on avait observé en 2018 et 2019 une croissance soutenue, donc 2,9 et 3,4% de progression. Et après ces 2 années de progression consécutive, l'année 2020 a marqué une chute d'environ 6,7%. Alors que les chefs d'entreprise de ce secteur que nous avions interrogé début 2020 anticipaient une croissance de l'ordre de 2,5%. Et là aussi, avec toutes les précautions d'usage, le rebond prévu par les chefs d'entreprise pour 2021 serait de l'ordre de 4%. Donc sur ce graphique, on voit que le recul de la production est similaire dans tous les secteurs, que ce soit le gros œuvre, le second œuvre, la construction et les travaux publics. Si un rebond de l'activité de la construction est logiquement attendu en 2021, plus 4,2%, l'ampleur effective de la reprise est bien évidemment difficile à estimer. En revanche, on observe des divergences non négligeables entre secteurs, puisque pour 2021, l'activité dans les travaux publics devrait rester globalement stable, alors qu'une croissance est prévue dans le gros œuvre de 4% et le second œuvre de 6%. Concernant l'emploi, comme dans l'industrie et pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, l'ajustement des effectifs a été de moindre ampleur que la contraction d'activité. Et au total, les effectifs ne reculent que de 1,2% sur l'année 2020. Mais au sein de l'emploi total, et comme dans l'industrie, ce sont surtout les emplois temporaires qui ont été sensiblement réduits, les emplois à durée indéterminée ayant été pour l'essentiel préservés. Pour 2021, les chefs d'entreprise envisagent de renforcer légèrement leur effectif, plus 0,7%, c'est un petit peu l'épaisseur du trait, donc pour accompagner la reprise, en mettant l'accent sur le recrutement de personnel permanent, puisque dans notre étude, les recrutements d'intérimaires, les volumes d'intérimaires devraient continuer à rester en baisse d'environ 9%.
Sur les dépenses d'investissement du secteur de la construction, donc après avoir enregistré une hausse de 7% en 2019, ces dépenses se sont largement contractées en 2020, et c'est dans le gros œuvre que cette contraction a été la plus forte, près de 50%. Donc pour 2021, du fait du gel des projets initialement prévus en 2020, les budgets d'investissement enregistreraient une hausse sur cette année, en 2021, aux environs de 25% dans le gros œuvre et le second œuvre, la hausse étant de moindre ampleur dans le secteur, prévue de moindre ampleur dans le secteur des travaux publics, 3%, mais comme je l'ai indiqué précédemment, les prévisions d'activité de ce secteur des travaux publics sont un peu en retrait par rapport à celles des deux autres secteurs que j'ai mentionnés. Sur la rentabilité telle que les chefs d'entreprise l'ont perçue en évolution sur 2020 et telle qu'ils la prévoient sur 2021, la rentabilité s'est dégradée pour environ 40% des entreprises en 2020 et les marges ont notamment été affectées par le contexte concurrentiel qui n'a pas toujours permis de répercuter sur les coûts, sur les prix, les coûts de mise en œuvre des mesures de sécurité sanitaire. Et pour 2021, les chefs d'entreprise escomptent majoritairement un maintien de la rentabilité. Ils sont toutefois encore assez nombreux, plus de 22%, à envisager une dégradation de leurs résultats. On va passer maintenant au troisième secteur vu couvert par notre enquête, donc les services marchands, et donc avec un focus plus particulièrement sur les transports routiers et les services informatiques. Mais dans un premier temps, le même diagramme que précédemment présenté pour les deux autres secteurs et qui montre pour que l'ensemble des services marchands, quel a été le niveau d'activité par rapport toujours à un niveau d'activité jugé normal, quelle a été l'évolution depuis avril 2020. Donc, on voit que comme dans l'industrie et la construction de manière un peu moindre, on constate que l'impact du deuxième confinement a été bien moins prononcé que celui du premier et que les niveaux d'activité se stabilisent depuis quelques mois à des niveaux qui sont un petit peu moins élevés que ceux des deux autres secteurs, mais ça se stabilise. Cependant, cette tendance ne rend pas compte de fortes différences et on le voit sur ce graphique où on présente quelques secteurs et ce sont bien les services à la personne qui ont été les plus fortement impactés par la crise sanitaire et notamment, bien évidemment, le secteur de l'hébergement et de la restauration. Alors venons-en maintenant aux deux secteurs sur lesquels nous faisons un focus. Et donc là, la présentation synthétique des trois éléments importants du chiffre d'affaires, des effectifs et des investissements sur 2020 et les prévisions sur 2021. Donc les chefs d'entreprise estiment que les chiffres d'affaires auront baissé en 2020 de 8%, que les effectifs auront été érodés d'environ 2% et que les investissements auront été réduits de 8%. Pour 2021, on voit évidemment une progression de chiffre d'affaires de 7%, des effectifs, des recrutements qui devraient permettre aux effectifs de progresser d'environ 3%, et puis une baisse d'investissement. Alors les deux secteurs du transport routier, des marchandises et des services informatiques ont enregistré des baisses de chiffre d'affaires d'un même ordre de grandeur, environ 8% tous les deux. Et ce choc d'activité est celui qui est comparable à celui qui est observé dans l'industrie et dans la construction. Pour l'année qui s'ouvre, 2021, les chefs d'entreprise du secteur du transport envisagent un redressement de leur chiffre d'affaires, plus limité que dans les services informatiques, donc plus 4,5% dans le transport et plus 11% dans les services informatiques. Il faut rappeler que dans ce dernier secteur, une progression d'activité de plus 7% avait été anticipée lors de notre étude début 2020. Sur l'emploi, comme dans l'industrie et la construction, le dispositif d'activité partielle a permis de préserver les emplois et l'emploi global ne recule que de 3,1% dans les transports, tandis qu'il se maintient, voire se renforce, dans le secteur des services informatiques.
Et le recours à l'intérim, c'est particulièrement contracté, en particulier dans les transports, de moins 17%. Pour 2021, les effectifs seraient globalement renforcés, mais de façon plus limitée dans le secteur des transports routiers, plus 1%, que dans les services informatiques, plus 6%, ce qui apparaît cohérent avec les prévisions respectives de ces deux secteurs d'activité. Et dans les deux cas, ces embauches concerneraient là aussi des emplois durables, l'emploi intérimaire devant poursuivre sa baisse. Sur les dépenses d'investissement, donc après un recul de l'ordre de 4% en 2019, les investissements se sont à nouveau contractés en 2020, moins 8%, avec toutefois un repli d'une ampleur plus limitée dans les services informatiques, moins 3,5%, contre quasiment moins 10% dans les transports. Ce qu'il est prévu pour 2021 par les chefs d'entreprise, c'est que les dépenses d'investissement s'inscriraient en retrait de 14% environ par rapport à 2020. Et cette évolution peut paraître effectivement surprenante au regard du rebond attendu de l'investissement à la fois dans l'industrie et la construction. Toutefois, il faut rappeler que début 2020, avant même la crise, les budgets dédiés aux investissements dans ces secteurs étaient déjà annoncés en forte baisse, de l'ordre de 10%. Donc nous avons observé aussi dans les transports des variations assez fortes. Certaines entreprises ont investi parfois lourdement début 2020, avant même le déclenchement de la crise, et il y a par ailleurs beaucoup d'attentisme que l'on a pu percevoir dans les réponses que l'on a eues de la part des chefs d'entreprise de ce secteur. Sur les rentabilités perçues par les chefs d'entreprise en 2020 et 2021, donc la rentabilité s'est logiquement dégradée en 2020 pour plus de la moitié des entreprises, et seules à peu près 20% d'entre elles ont pu améliorer leur marge. Sur 2021, une nette majorité des chefs d'entreprise escomptent une stabilité de la profitabilité, mais ils sont un peu plus nombreux que d'habitude, à peu près 30% contre 15% habituellement, à envisager un redressement. Donc en conclusion de cette présentation, il y a des quasi-certitudes et puis des incertitudes. Alors les quasi-certitudes, c'est que les pertes d'activité en 2020 ne seront pas effacées en 2021, à la fois au niveau européen, au niveau français et au niveau donc, de la région. Que les chocs sectoriels particulièrement graves de 2020 auront des conséquences sur l'emploi. Donc ça aussi, j'ai pu vous présenter le retour que nous ont fait les chefs d'entreprise, c'est-à-dire que l'emploi a évolué bien moins, enfin a été dégradé moins fortement en 2020 que la situation économique, mais l'activité qui va reprendre des couleurs en 2021 ne sera pas suivie, ne sera pas accompagnée d'un rebond dans les recrutements. Et puis des incertitudes, l'ampleur du rebond des chiffres d'affaires et des dépenses d'investissement reste relativement incertain dans ce contexte un peu inquiétant que l'on vit depuis quelques temps. Donc on l'a bien vu par rapport déjà à ce que je disais en début d'entretien par rapport aux mesures qui ont été prises hier. Donc il y a une volonté en tout cas de vouloir remonter l'activité, avoir un dynamisme plus important, mais ça reste toujours contraint par rapport à un certain nombre de mesures sanitaires. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention et je vais voir avec mon adjoint qui a dû recueillir les questions et les commentaires qui ont été postés sur le chat, et puis je vais répondre à ces questions. C'est coupé? D'accord. D'accord. Donc je vous demande quelques minutes, puisque mon adjoint est en train de récupérer les questions que vous avez posées. Alors, j'ai une question, donc je vais vous la lire. Les entreprises qui ont bénéficié du PGE ne peuvent reporter les investissements de 2020 sur 2021. En effet, le taux d'endettement est trop élevé actuellement et donc un refus des banques. Moralité, vos chiffres me laissent limitatif. Comment investir aujourd'hui? Donc là, c'est une question qui
qui porte sur la capacité, sur les capacités à s'endetter. Enfin, je comprends mal la question, mais enfin, en tout cas, je vais essayer d'y apporter des éléments de réponse et de contexte. Alors, effectivement, le contexte, il a été, durant l'année 2020, à pouvoir mettre en place des soutiens massifs auprès des entreprises, notamment avec un certain nombre de mesures, et notamment les PGE. Donc, je rappelle que l'enveloppe PGE, c'est 130 milliards, et que 98% des entreprises qui ont demandé à leur banque l'attribution d'un PGE ont eu un accord de la part de ces établissements bancaires. Alors, effectivement, certaines ont pu avoir des refus, mais ça a été pour des cas très très particuliers, des cas où les situations financières étaient dégradées, notamment dégradées avant la crise financière. Avant la crise, pardon, du Covid. La crise financière, c'était en 2008, mais avant la crise du Covid et la crise sanitaire. Et donc, il y a effectivement, sur les décisions qu'ont pu prendre les banques, quelques entreprises qui n'ont pas pu, mais pour des raisons qui tiennent non pas simplement à la dégradation de l'économie due à la crise sanitaire, mais pour des raisons structurelles de fonds propres négatifs ou de business plan qui étaient déjà un petit peu en difficulté bien avant la crise. Et bien, effectivement, ces dossiers, pour des raisons structurelles, comme je le disais, n'ont pas été pris en compte par les banques et n'ont pas donné lieu à l'instauration à la mise en place et l'application d'un PGE. Alors effectivement, le taux d'endettement est important aujourd'hui. C'est un vrai sujet. Ça fait partie des éléments que les banques prennent en compte effectivement quand elles vont demander aux chefs d'entreprise comment ils vont financer leurs investissements et comment ces investissements vont être remboursés. Ça peut être une difficulté pour certaines entreprises. Je rappelle que les PGE ont permis aussi, et je crois que c'est l'un des présidents d'une chambre consulaire qui l'a dit en introduction, c'est que les PGE ont permis à des entreprises de constituer pour, je crois, plus de la moitié, et je dirais même largement plus de la moitié, des entreprises, une trésorerie qui leur permet aussi de pouvoir financer des investissements et aussi peut-être de pouvoir, comment dirais-je, rendre un peu plus confiants les banquiers quand ils vont prêter de l'argent, dans la mesure où il y a une trésorerie disponible qui est assez importante. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question sur ce point. J'ai une deuxième question concernant l'apprentissage dans le bâtiment. Et donc une personne qui indique que depuis 4 ans, nous n'avons pas de demande d'alternants. Les demandes de stage n'ont pas bougé. Donc ça concerne le bâtiment. Alors là, j'avoue que c'est peut-être, ça sort un petit peu de mon champ de compétences. C'est plutôt peut-être une question qui devrait s'adresser peut-être à la Chambre des métiers et à son président, Thierry Fruchet. Bon, après, ce que je peux répondre de manière très, très globale, c'est que s'il n'y a pas de demande d'alternance, c'est l'ensemble du circuit de formation qui est peut-être interrogé sur ce sujet. Voilà, je ne peux pas en dire plus parce que, comme je le disais, ce n'est pas de mon domaine de compétence et je n'ai pas à commenter ce genre de sujet. Je suggère à la personne qui a posé cette question de prendre directement contact avec la Chambre des métiers sur ce sujet. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous remercie tous pour avoir suivi cette présentation. Et puis, je vais donc passer la parole à Éric Lecomte. Donc, Éric Lecomte qui est donc chargé d'études à la Chambre des métiers et de l'artisanat Centre Val-de-Loire et qui va vous présenter le résultat d'études sur un sujet à très fort enjeu qui est celui de la transmission d'entreprise. Bonjour à tous. Alors, au-delà de la conjoncture économique immédiate fortement teintée de Covid, nous souhaitons vous parler d'un sujet sur le temps long, en abordant justement la problématique de l'âge des dirigeants d'entreprises artisanales et également la transmission d'entreprise. D'ailleurs, concernant la conjoncture, nous avons nous-mêmes réalisé une étude sur le sujet très récemment. Donc, notamment, elle évoquait le risque de reconfinement, qui était
un risque pointé par 9 artisans sur 10. Hein. Quand on le voit, le contexte actuel, notamment tout proche de nous en Île-de-France, on peut voir que leurs craintes étaient largement fondées. Alors, sur la thématique de l'âge des artisans, ce qu'il faut regarder, c'est évidemment la tranche d'âge la plus élevée, c'est-à-dire la tranche d'âge au-delà de 55 ans. Les artisans sont nombreux à être dans cette tranche d'âge, puisque 22% au niveau régional sont dans cette tranche d'âge, donc près de 13 000 artisans sur un total de plus de 50 000 artisans. Vous regardez maintenant sur la partie inférieure sur l'Indre, la problématique est également très forte, même je dirais plus forte encore, puisque vous avez 3 points supplémentaires sur la catégorie plus de 55 ans, puisqu'on est à 25% des artisans qui sont dans cette catégorie-là. Et j'ai également réalisé un travail sur la cartographie de ces informations-là au niveau régional, mais on le voit de manière très détaillée puisque vous avez sur chacune des communes un code couleur qui ressort, et en l'occurrence les codes couleurs les plus foncés sont les codes couleurs sur les artisans qui ont un âge supérieur à 50 ans. Sur la moyenne. Donc la moyenne régionale est à 48 ans. Donc on observe notamment sur les territoires du sud de la région, on peut citer notamment l'Indre et le Cher, avec des zones où la moyenne d'âge est particulièrement élevée. Le même travail a été réalisé également sur les EPCI. Hein, ce qu'on appelle donc les EPCI, c'est les communautés de communes, communautés d'agglomération et métropoles. Et le lissage de ces informations fait encore plus ressortir les départements du Berry. On peut citer notamment pour l'Indre les territoires d'Issoudun, La Châtre, Le Blanc, également du côté de Busancé. Ce qui nous a amené également à justement nous intéresser à la thématique de la transmission, puisque la finalité pour un chef d'entreprise, c'est de transmettre son outil de travail, son savoir-faire. C'est pour cela que nous avons regardé les données sur la plateforme Transentreprise, une plateforme qui permet finalement de mettre en relation les offres et les demandes. Si vous voulez, je pourrais le résumer de la manière suivante. C'est le bon coin de l'offre d'entreprise à reprendre, avec un moteur de recherche qui vous permet de filtrer sur des critères. Donc, je vous ai montré l'exemple sur une boulangerie-pâtisserie à La Châtre. Vous avez des photos de présentation des outils de travail avec un descriptif des locaux, mais également la localisation géographique. Donc, ces informations-là ont été analysées à travers une étude que je vais vous présenter tout de suite. La transmission des entreprises artisanales en Centre-Val de Loire. Une étude de la Chambre de métiers et de l'artisanat Centre-Val de Loire, basée sur les données de la plateforme Transentreprise des réseaux des CCI et des CMA. Elle a été publiée en décembre 2020. Je suis Éric Lecomte, chargé d'études au sein de l'Observatoire régional des métiers et de l'artisanat du Centre-Val de Loire. Au niveau national, le volume d'affaires à reprendre était de 6 500 en 2019. À titre de comparaison, si vous vous rendez actuellement sur le site internet, il y a environ 900 offres de moins. On notera que la plateforme transentreprise.com ne permet pas d'avoir l'exhaustivité de toutes les entreprises à reprendre. Il est généralement admis par les professionnels du secteur que les meilleures entreprises à reprendre se dispensent des services d'un intermédiaire. Le réseau personnel du cédant facilite alors la cession. Les offres sont publiées à 43% par les agents des CMA, à 38% par ceux des CCI et à 19% par les autres partenaires, agents immobiliers, notaires, cabinets d'affaires. Le site internet enregistre en moyenne plus de 600 000 visites par an. Parmi les activités les plus représentées, 4 sur 5 sont artisanales, coiffure, esthétique, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, réparation automobile et travaux de finition. Les prix de vente moyens oscillent entre 44 000 € dans la coiffure et 290 000 € dans l'hôtellerie.
Par exemple, il faut compter 153 000 € en moyenne pour une boulangerie, 124 000 € pour un garage et 77 000 € pour une boutique d'habillement. On notera que la vitalité économique de l'activité à transmettre, sa localisation, ses effectifs salariés sont autant de facteurs faisant son attractivité pour les repreneurs potentiels. Ces caractéristiques peuvent faire grimper la note finale. L'importance des capitaux mobilisés est une des explications des délais de transmission constatés. Dans près de 9 cas sur 10, ils dépassent les 6 mois. En Centre-Val de Loire, près de 700 offres étaient actives en 2019. 57% de ces offres ont été enregistrées pour la première fois en 2019 et 43% sont des offres enregistrées les années précédentes. Le taux de reprise est de 31,6%, ce qui signifie que 3 entreprises sur 10 trouvent un repreneur. Regardons maintenant les données sur les entreprises artisanales en Centre-Val de Loire sur l'ensemble de la période 2015-2019 afin de voir les principales tendances qui se dégagent. Le volume moyen de nouvelles offres déposées par les collaborateurs du réseau des CMA oscille entre 330 et 440 offres par an. Les agents des CMA qui déposent le plus d'offres sont localisés sur le Loir-et-Cher, le Cher et l'Indre-et-Loire. Notons qu'avec la fusion des 6 chambres de métiers départementales en une seule entité régionale depuis le 1er janvier 2021, l'utilisation de la plateforme devrait se démocratiser sur l'ensemble des territoires dans les années à venir. Dans les données 2015-2019, l'analyse des délais de vente indique que si une entreprise n'est pas vendue dans les 3 ans, il est peu probable qu'elle trouve in fine un acquéreur. Seuls 5% des entreprises sont vendues au-delà de ce délai. Nous pouvons même dire que les 2 premières années sont déterminantes. En moyenne, sur la période 2015-2019, près de 3 quarts des futurs cédants ont plus de 50 ans, 25% dans la tranche d'âge 50-59 ans, 42% dans la tranche d'âge 60-69 ans et enfin 6% dans la dernière tranche 70 ans et plus. Nous constatons une tendance au rajeunissement des inscrits. La part des 60-69 ans a baissé de 17 points en 5 ans, au profit des tranches d'âge 30-39 ans, 40-49 ans et surtout 50-59 ans. Une large part des artisans s'est inscrite sur la plateforme Transentreprise pour préparer un départ à la retraite, soit 48% des répondants. Toutefois, une proportion non négligeable des dirigeants de ces entreprises cherchent à changer de métier, 19%, à revenir vers une activité salariée ou mettent en avant des raisons personnelles, 17%. Au cours de la période 2015-2019, la catégorie reconversion professionnelle est celle qui a connu le plus fort dynamisme, soit 8 points de plus. À peine plus d'un quart des entreprises artisanales à transmettre est implanté dans des grandes métropoles telles que Orléans ou Tours. Les 3 quarts restants sont localisés dans des communes de moins de 100 000 habitants, des villes petites ou moyennes. Il n'y a pas d'autres spécificités qui se détachent en termes d'analyse spatiale, l'utilisation de l'outil Transentreprise n'étant pas homogène entre les CMA départementales. À l'image du profil des artisans qui se caractérise par une moyenne d'âge élevée, les entreprises ACD sont 85% attractives depuis plus de 10 ans. La valeur d'une entreprise repose sur son savoir-faire, la valeur de ses actifs, sa clientèle, sa santé financière, la viabilité et la durabilité de son modèle économique. Une bonne pérennité est un gage de solidité de l'entreprise. Pour rappel, dans l'artisanat, une entreprise sur 4 ne survit pas jusqu'à sa 3e année d'activité et même 1 sur 2 ne dépasse pas son 5e anniversaire. Alors que 2 tiers des entreprises sont employeuses dans Transentreprise, cette répartition est bien plus élevée que dans l'ensemble du tissu artisanal. En 2019, seuls 34% des artisans inscrits au répertoire des métiers ont des salariés. Les entreprises artisanales à transmettre sont aussi riches du précieux savoir-faire de leurs collaborateurs, élément positif qui peut toutefois faire hésiter un professionnel compétent dans son métier, mais novice en matière de management. Au niveau des secteurs d'activité, une forte sous-représentation est identifiable dans les secteurs de la production, 6%, et du bâtiment, 18%, par rapport aux grands équilibres au sein du répertoire des métiers, avec respectivement 14 et 39% pour ces 2 secteurs. L'alimentaire, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie et les services, coiffure esthétique, occupent une large place dans le paysage des opportunités dessinées par Transentreprise. La richesse produite par l'activité de ces entreprises ACD est loin d'être négligeable. 47% affichent plus de 250 000 € de chiffre d'affaires annuel. Bien que le chiffre d'affaires soit un indicateur de richesse générée à un instant T, l'importance de ces sommes est souvent aussi le reflet d'années d'investissement du cédant pour développer son activité, améliorer ses produits ou sa relation clientèle. La faible proportion d'entreprises ACD avec moins de 50 000 € de chiffre d'affaires, 2%, montre que l'on retrouve majoritairement des entreprises ayant un beau volume d'activité sur la plateforme Transentreprise. Alors que les entreprises de la production sont peu représentées sur la plateforme Transentreprise, elles sont très nombreuses à générer un chiffre d'affaires parmi les plus élevés, parfois plus de 30%. Dans la tranche 500 000 et plus, les entreprises du bois, ameublement, travail des métaux et autres fabrications sont légion.
En termes de représentation, ce sont les entreprises du bâtiment qui assurent la plus forte concentration de chiffre d'affaires élevé. Les locaux d'activité sont constitués aux 3/4 par des surfaces de moins de 250 m². Sur la période 2015-2019, une tendance à l'augmentation de l'offre de locaux entre 100 m² et 249 m², soit 4 points de plus, est visible alors que la catégorie inférieure, 50 à 99 m², baisse de 3 points. Une grande disparité existe entre les secteurs d'activité. Dans l'alimentaire, 9 affaires sur 10 concernent des locaux de moins de 250 m². Dans certains métiers, tels que la coiffure ou l'esthétique, les surfaces ne dépassent que rarement les 100 m². À l'inverse, dans la production, les locaux de plus de 500 m² représentent 4 à 5 offres sur 10. Entre les différents métiers artisanaux, les besoins ne sont pas les mêmes. Ateliers, zones de stockage, laboratoires de production alimentaire, showroom, espaces de vente ou bureaux pour la gestion administrative. Sur la plateforme Transentreprise, 68% des offres sont proposées à des prix inférieurs à 100 000 €. Seuls 11% des offres dépassent les 200 000 €. Elles emploient en général un nombre de salariés important pour des TPE. Lorsque les entreprises ont plus de 10 salariés, 86% d'entre elles affichent un prix de vente de plus de 200 000 €. La classification par secteur d'activité des prix de vente au mètre carré apporte un précieux éclairage. Les entreprises de la production et du bâtiment, souvent situées en périphérie des grandes villes, affichent des prix faibles au mètre carré qui n'intègrent pas toujours une valeur clientèle. Les métiers de bouche sont dans le haut de la fourchette des prix, du fait de leur positionnement fréquent au cœur des villes et de l'importance du capital matériel propre à leur activité, four ou machine. Au niveau des transports, la particularité de l'activité taxi-véhicule sanitaire léger ressort avec des locaux de taille très réduite, mais un prix de vente élevé du fait des licences professionnelles et du parc automobile qui sont rattachés à l'activité. Enfin, les autres services, par exemple le nettoyage industriel, sont dans une position intermédiaire au niveau des prix au mètre carré, entre 300 et 800 €. Le prix de vente au mètre carré, en fonction de la densité de population, illustre des disparités classiques entre les territoires, et d'un tiers plus élevé dans les métropoles que dans les communes peu denses. L'ensemble des résultats de cette étude sont disponibles sur le site crma-centre.fr dans l'onglet Artisanat, puis la rubrique Études de l'Observatoire de l'artisanat. Voilà, donc la présentation est terminée. Alors si vous avez des questions, je vous invite à me les faire parvenir. Je vais en profiter d'ailleurs pour vous mettre le lien vers la publication dans le fil de discussion. Voilà, je l'ai publié. Et je vais en profiter également pour mettre la publication que nous avons réalisée sur la conjoncture économique dans l'artisanat, où il y avait pratiquement 3000 artisans qui nous avaient répondu. Voilà. Je laisse peut-être la parole dans la salle de presse. Bien, écoutez, merci à tous. Merci à Thierry Fauché qui m'a accompagné, à Bernard Capel pour son intervention, à Éric Lecomte d'ACRMA pour son intervention. Merci à tous. J'espère qu'on a répondu à un certain nombre de questions ou d'interrogations que vous pouviez vous poser. Et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour un autre point conjoncture. Et je laisse Thierry dire un petit mot. Merci à tous. Je ne sais pas, il y avait une question tout à l'heure sur l'apprentissage. Les demandes d'apprentissage. Voilà, alors bon, je n'ai pas la question complète, mais si je peux y répondre, il y a malheureusement, je dirais, un manque d'attractivité sur certains métiers, et ça, on le retrouve un peu partout, sur tous les secteurs liés à l'artisanat. Et en plus, selon où l'entreprise est placée, on a aussi, et ça c'est vraiment à prendre en compte à chaque fois, des problèmes de mobilité pour nos jeunes, des problèmes de mobilité au niveau du département, et encore plus des problèmes de mobilité au niveau interdépartemental et interrégion. Il y a ce qu'on appelle un centre d'aide à la décision, qui est à la chambre de métier. Donc je peux appeler la personne qui a posé cette question, se rapprocher du centre d'aide à la décision. C'est Karine van der Loven qui s'occupe de ça.
et qui essaiera de mettre en relation le jeune avec une entreprise ou l'entreprise avec un jeune. Voilà ce que je pouvais répondre, bien que je n'ai pas la teneur complète. Sinon, les services de la Chambre de métier restent à votre disposition. Donc, merci à tous. Et si c'est moi qui conclue, je dirais à l'année prochaine, en espérant que ça ira beaucoup mieux. Merci à tous. Au revoir.